Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter des documents, comment dirais-je, assez modestes. Pour une fois, pas un bouquin, pas un magazine, mais des catalogues. Alors je vous ai déjà présenté plusieurs fois des catalogues, si je me rappelle bien, MTE RTL, Airfix, des choses comme ça. Et je suis retombé sur plusieurs catalogues qui, bon, déjà, permettent de faire un gros bond dans le passé par rapport au Gunpla, en tout cas le Gunpla que vous connaissez, et puis même de faire un tout petit saut en arrière de presque 15 ans, avec un catalogue Revell de 2005-2006, qui présentait donc ces maquettes de cette année-là, et même proposait des conseils sur ces maquettes-là, et une maquette de Star Wars qui est le Star Destroyer que l'on voit dans Clone Wars. Donc je trouve ça assez intéressant et je vous propose de jeter un coup d'œil à tout ça. Alors je ne sais pas si le catalogue s'appelle Actuel, si c'est le nom d'un magazine ou quoi, j'en sais rien. Ça me semble un peu bizarre, mais quoi qu'il en soit, donc c'est un catalogue Revell français, écrit en français en tous les cas, et on voit que donc sur la couverture, ils annoncent donc un sujet autour de Star Wars et surtout du Star Destroyer, d'une vedette de sauvetage qui, si je me rappelle bien, était proposée en diorama, avec comment faire les vagues, la mer, etc. C'est assez intéressant. Le premier planeur Revell, alors je ne sais plus si c'est juste une maquette ou s'il était fonctionnel. La Formule 1 avec les nouvelles règles, c'est encore plus palpitant. Le sous-marin U-212 pour chantier naval de loisirs. Bon. Et surtout, moi je le trouve absolument magnifique, mais j'ai toujours un petit faible pour les designs russes. L'Antonov 124, une merveille d'avion cargo à soute géante au 1,144. Puisqu'il faut savoir que pour les avions civils ou de transport comme ça, très souvent les maquettes sont au 1,144. Donc qu'est-ce qu'il en est pour... je vois d'ailleurs qu'il n'y a pas que le catalogue Revell, vous voyez, je me suis fourvoyé, vous avez donc en bonus le catalogue 2006 de Faller. On va voir ça tout à l'heure. Alors ça, je pense que je l'ai ramassé en fait au salon de la maquette à cette époque-là. Et c'est marrant parce que d'ailleurs c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à prendre non pas seulement des photos mais aussi quelques vidéos. J'essaierai de vous mettre ça. Donc si je me rappelle bien à cette époque-là, le salon de la maquette d'ailleurs était au Bourget et plus à Porte de Versailles. Et j'y avais exposé de nombreuses maquettes de science-fiction. Donc si je retrouve les vidéos en question, que j'arrive à vous les placer là, vous allez voir ce que ça donne. Normalement, il y avait mon Enterprise de Star Trek 3 sur un socle qui tournait, qui permettait de le montrer. J'avais amené aussi, je crois que c'était à cette période-là que j'avais terminé la Fiat 500 du château de Cagliostro, énormément de maquettes évidemment de Macross, des maquettes de Votoms et tout. Donc on va voir si j'arrive à retrouver ces photos là et donc mes visites de ce salon de la maquette. Eh bien je vous les partagerai ici. En attendant donc ce catalogue Revell, ce que je trouve intéressant, c'est que outre qui l'indique ce qu'il va proposer sur l'année 2005-2006, il y a donc la présentation des carrément des photos des modèles réels, j'allais dire. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a aussi une mise en situation. Là, par exemple, avec l'Antonov, avec les figurines a priori au 1,144, des véhicules au 1,144, et ça j'aurais bien aimé qu'ils nous disent où c'est qu'ils les ont pris. Moi j'ai ma petite idée, mais à mon avis c'était pas chez Revell. Du coup là, il y a justement l'exposition de tanks et de véhicules militaires, mais là au 1,72 et pas du tout au 1,144. La maquette donc du planeur, donc c'est bel et bien une maquette. Ils en profitent pour parler de leur peinture à l'eau aquacolor avec, disent-ils, un haut pouvoir couvrant. C'est vrai, j'en ai utilisé. Le seul gros problème de cette peinture là, j'en parlerai à l'occasion, même si j'aimais bien ce système, c'est que c'était beaucoup trop épais.
ça couvrait certes, mais vous ne pouviez pas faire ça en fine couche, c'était pas possible. Donc c'est super pour certaines maquettes, pour notamment certains dioramas en fait, mais c'est pour ça que j'ai raté par exemple le XP55 Ascender que je vous présenterai dans la semaine. C'est ces couleurs-là, c'est ces peintures-là que j'ai utilisées, et c'est ce que j'en ai fait qui a raté, mais le fait est que utiliser ces peintures-là n'a pas aidé. Le sous-marin E212, donc là on a de belles illustrations et on en sait un petit peu plus, mais on voit pas la maquette elle-même. Et c'est là que je trouve ça intéressant. Voilà, regardez-moi ça. Donc c'est une vedette de sauvetage. Et il montre comment faire le fond marin là, donc la peinture de base, ensuite du silicone, placer le silicone avec une cuillère, faire je sais pas si on appelle ça la houle ou quoi, l'écume qu'il y a devant le bateau avec apparemment du coton. Rajouter encore une fois du silicone. Là je crois que c'est quand même du matériel de modélisme ferroviaire ici pour refaire l'eau, ou peut-être justement des petites vaguelettes, mais reste que donc c'est plein de bons conseils. Et ça c'est bien, ça c'est très très bien, c'est à dire qu'ils se contentent pas de dire on a ces maquettes là, ils disent comment les améliorer, comment les mettre en valeur, et en plus de ça il y a tout un contexte qui explique en quoi le modèle non seulement est intéressant, mais il a une histoire. Donc les voitures, les camions, les Formule 1, et là voilà, c'est ça qui m'intéressait. Donc à l'époque c'était voilà le Star Destroyer qui vaut ce qu'il vaut, je vous l'ai déjà présenté, mais eux-mêmes indiquent que les turbines se ressemblent, il est possible de gratter les parois avec un cutter pour les réduire. C'est-à-dire qu'ils ne se permettent pas de dire c'est impeccable, prenez-le tel quel. Non, ils disent réduisez les parois des tuyères. Ils indiquent comment faire un brossage à sec et comment travailler l'aspect des tuyères justement, et faire la même chose sur les détaillages, les détails nombreux de cette maquette. Ensuite ils parlent carrément de masquage, et ici ils indiquent comment faire les bandes colorées sur la maquette avec du masquage. Voilà. Autant ça, il faudra utiliser les planches de décalco qui sont livrées avec, autant pour les bandes rouges, ils disent vous faites pas chier, mettez carrément voilà, ce genre de choses, faites un pochoir et faites-les directement avec la bonne couleur. Voilà. Donc ça c'est génial, c'est juste super. Voilà. Et sinon il parle de coffret cadeau, il parle ici de cette boîte avec les 3 maquettes. Alors je vous ai présenté la même chose, mais pour la trilogie originale avec le Y-Wing, le X-Wing et le TIE Vader. Là c'est le ARC 170, c'est le Droid TIE Fighter et le Jedi Starfighter. Et voilà, on a déjà fait le tour de ce catalogue, ce qui est déjà pas mal. Mais puisque je vous ai présenté donc ça, et ben autant parler de Faller. Alors par contre, c'est écrit en allemand, pas que, apparemment, il écrit new, nouveau, new, donc ça doit être en allemand, en anglais et en français. Et donc visiblement ça fêtait les 60 ans de Faller en 2006. Alors Faller, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment surtout du modélisme ferroviaire, donc du 1,87, c'est-à-dire que du H0. Je sais que comme beaucoup d'autres, moi je disais HO, mais en fait c'est H0. Donc c'est la moitié de l'échelle 0. Donc a priori, voilà, faites le calcul. Et donc a priori là c'était un circuit avec des bagnoles qui sont sur un vrai circuit en fait et qui peuvent vraiment bouger, un mini-kart. Là vous avez carrément les éléments pour faire une foire, enfin, moi j'aurais dit foire du trône, mais voilà. Là vous avez tout ce qu'il faut pour justement les circuits, les manèges, les machins. Là des bâtiments qui sont essentiellement d'ailleurs basés sur ce qu'on voit apparemment je dirais en Europe de l'Est, hein.
mais pas que. Donc toujours des éléments très très intéressants. Tout ça c'est H0. Les bâtiments, les véhicules, les personnages. Et là on voit bien quand même que voilà, ça éventuellement on peut voir ça en Alsace peut-être, en Lorraine, mais voilà, ça je trouve ça assez intéressant. Les ruines d'incendie d'auberge, il y a peut-être carrément ce qu'il faut pour faire la fumée. Et bien évidemment on peut rajouter de l'éclairage dedans si on veut. Donc il y a tout ce qu'il faut, il y a même des péniches, il y a des trucs pour les foires, il y a des vélos, il y a les statues, il y a même ce qu'il faut pour faire des champs, des chantiers, des abords de voies, des ponts, évidemment les figurines, les animaux, les véhicules, il y a même des militaires ici. Tout un tas d'accessoires pour aller justement avec ce qu'on peut voir autour des voies de chemin de fer. Voilà. Donc là on passe de H0 à TT, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il y a aussi l'échelle N. Donc si je me rappelle bien, l'échelle N est quand même 2 fois plus petite que le H0. Donc on s'approche là par contre du 144, je crois que c'est du 160. Et là pareil, donc du coup, personnages, bâtiments, accessoires, tout ce que vous voulez. Le seul gros défaut de tous ces trucs-là, c'est bien évidemment le prix. Falaire, ça a toujours été super cher. Je n'ai jamais connu un seul élément Falaire qui ne coûtait pas la peau du schtroumpf. Et c'est pareil même pour d'ailleurs les seuls éléments que je trouve assez mauvais chez Falaire, à savoir les arbres et la végétation. La vue comme ça semble sympa, mais je vous assure que ça fait absolument pas réaliste. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Par contre, ils vendent des kits complets pour faire des cascades. Voilà, le flocage qu'ils proposent est pas mal. Et ça peut le faire, ça peut le faire. Voilà, donc on a fait ces catalogues-là. Maintenant, on va passer au japonais. Alors quand j'ai remis la main là-dessus, ça m'a immédiatement rappelé des souvenirs, hein, parce qu'évidemment les documents autour du Gunpla de Gundam et de la maquette Gundam, ça courait pas les rues en France, mais pour autant, j'avais réussi à les obtenir. Comment les ai-je obtenus? Je ne sais pas trop, je pense qu'en fait, ce sont des amis qui m'ont ramené des maquettes du Japon, qui me les ont confiées. Reste que je suis bien content de les avoir et j'ai essayé de les mettre dans l'ordre. Je pense que celui-là doit dater de fin des années 80, début des années 90, parce que tout simplement il manque certaines références qui sont présentes là-dedans. Mais vous voyez donc déjà, là, ils indiquaient que c'était depuis 1980 qu'ils faisaient des maquettes chez Bandai. Donc là, ils parlent un petit peu de l'historique Gundam. Donc la première série de 79, Zeta Gundam, Double Zeta, Sentinelle, les SD, les versions Samouraï là et tout ça. Ici, Char's Counter Attack, donc on est forcément après 88, et même War in the Pocket, qui est à peu près de la même période, mais il n'y a pas d'image de 0083, il n'y a pas d'image de F91, donc on est clairement fin des années 80, pas du tout 1991 ni rien, mais c'est intéressant parce que du coup il y a beaucoup plus, ils mettent beaucoup plus l'accent sur les 10 années d'histoire de Gundam de l'époque, parce que mine de rien je pense que ce document là a 30 ans, ni plus ni moins, donc beaucoup d'images de la première série et les 3 premiers films, là des images des maquettes à différentes échelles, et il y en avait une grosse variété puisqu'on voit du 144, du 1 centième, du 1 250, mais il y avait même du 1 60, du 1 72, il y avait un peu de tout. Là par exemple ça n'est plus du tout proposé, hein, mais vous aviez donc des versions ouvertes du Zaku et de Gundam, non articulées, mais on voyait les mécanismes à l'intérieur au 1,72. Voilà. Et vous voyez que la couleur de ces maquettes, quand même, c'est très, très coloré. Hein, voilà. Même les véhicules, les personnages,
Ça aussi, il faut le comprendre, ils avaient sorti quand même les personnages, si je me trompe pas, au 1/20e. C'était pas très très beau, hein, même pour l'époque. Ensuite, vous avez les MSV, donc les Mobile Suit Variation. Donc là, c'est entre guillemets la même chose, mais en différent. C'est-à-dire que là, du coup, les couleurs chatoyantes sont abandonnées au profit de couleurs beaucoup plus réalistes, qui font donc du coup référence à ce qu'on connaît du militaire de maintenant. Hein. Et vous voyez que c'est quand même autre chose tout de suite, ne serait-ce qu'avec les couleurs, mais aussi les formes. Ensuite, 85 sorties de Zeta Gundam. Donc là, les maquettes Zeta Gundam sont mis à l'honneur. On remarquera qu'il y a des écritures dessus qui est écrit 100 francs pour les Gundam Sentinel Series. Je pense qu'en fait ce sont des notes qui ont été prises par la personne qui est allée les prendre au Japon, et donc on voit que visiblement il y avait à chaque fois 5 exemplaires qui étaient demandés pour tel ou tel truc. Est-ce que mes commandes en faisaient partie? Il y a de fortes chances, quoique je n'ai jamais eu cette maquette. Je le regrette maintenant, mais je ne l'ai jamais eu. Donc, Double Zeta Gundam. Là, les maquettes qui vont bien aussi avec Double Zeta. Hein. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai présenté le Double Zeta au 1/100e transformable de cette époque-là, donc celui qu'on voit sur la photo ici. Et il y a beaucoup d'autres maquettes que je vous proposerai de découvrir bientôt. Si j'en retrouve certaines, le Zaku 3 c'est sûr, les autres Zaku qui sont là certainement, le Gazacé je sais pas où c'est que je l'ai foutu, mais ça c'est sûr, je pourrais vous le présenter. Je l'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps. Et ça, pareil. Et donc là, Char's Counter-Attack 88. Et là, très peu de maquettes qui étaient sorties apparemment à cette époque-là. Avec le Regazi, le X93, le Jegan, le Sazabi, l'Alpha Aziru, le Gira Doga, Jacques Doga et 0080, donc War in the Pocket. Voilà, ils insistent largement dessus, donc je pense que ça doit dater de 89. Et là vous avez le Alex NT1, les GM, je vous les présenterai bientôt, le Zaku FZ, le Zugok, le Rigdom, le Gelgoog G et le Camphor, mon préféré. Et ils commençaient tout juste effectivement la collection, ils annonçaient en tout cas les high grade, et là vous voyez il n'y a pas d'image des maquettes, on voit qu'ils insistent sur le fait que les couleurs sont déjà sur les grappes, et donc ça c'est le début du no paint, hein. C'est le début du no paint, et je vous ai présenté normalement le Zeta, le Double Zeta, le Mark II, je ne pense pas avoir celui-ci, mais voilà. Donc Musha Gundam avec donc des Gundam Samurai. Donc pour ceux qui penseraient que c'est récent, bah non, vous voyez, ça a minimum 30 ans. Les SD Gundam, pareil. Voilà, mais à l'époque, rien à voir avec les SD Gundam de maintenant. C'était beaucoup plus petit. C'était à peine articulé. Ils faisaient des gros délires là-dessus. Et après, il y avait le petit listing. Voilà, donc ça, c'est pour un catalogue que j'estime être de 89. 92, là, on est dans de l'historique puisque on a Silhouette Formula 91 que je vous présenterai bientôt aussi, avec Gundam F91, qui est certainement pas le meilleur chapitre de Gundam. Et là, ça fait aussi pas mal de maquettes et de mechas qu'il me faudra vous présenter, qui sont supposés être au 1/100e mais qui sont à peine plus grands que des 144. Donc là, pléthore de maquettes, pluie de maquettes même à l'époque, avec non seulement des kits qu'on ne voit pas dans le film, mais des kits qu'on voit dans le film. Donc il y a des dizaines de références. Voilà, même là, il fallait avoir genre 3 fois ou 4 fois le F90 pour pouvoir faire toutes les versions qu'on voyait sur la boîte.
Et sinon, donc, présentation, encore une fois, des maquettes, j'allais dire, typiques de l'époque. Là, on a donc Gundam 0083. Le problème, c'est que les OEV sont géniales. Les maquettes sorties à l'époque sont pourries. Vraiment pourries. C'est vraiment nul. Voilà, c'est-à-dire que si vous en récupérez, faites-en des kits bash. Vous aurez plus vite fait de prendre, je vous le conseille vraiment, les high grade qui sont sortis bien des années plus tard. Ces maquettes ne valent rien. C'est-à-dire que même si j'ai le GP02 avec un kit de conversion en résine, ça va me demander beaucoup plus de boulot pour un résultat pas génial, alors qu'il existe une excellente version en high grade. Donc à l'époque je les ai achetés, c'est pour ça que je sais que c'était nul, mais j'en ferai certainement autre chose. Un peu de SD. Hop, beaucoup de SD. Là, autre chose que du Gundam, c'était, que je vous dise pas de bêtises, des Kaman Blade. Alors j'ai ces maquettes là aussi, il faudra que je vous les présente. J'en ai même monté une qui était le Kaman Blade Evil, mais c'est totalement inconnu en France. Bon, c'était une tentative désespérée de relancer une licence qui n'a pas fonctionné de toute façon. Donc voilà les maquettes en question. Alors moi j'ai celui-là, j'ai celui-ci, mais je n'ai pas cela. Voilà, c'était sympa pour l'époque, ça nous faisait baver d'avoir ce genre de truc, mais au final, voilà. Ça, je vous en avais parlé aussi, je vous en ai même présenté quelques figurines. Donc le début du licensing autour de Dragon Ball Z, hein, avec ce genre de figurines que j'ai. Et des toutes petites figurines que j'ai aussi, notamment cette boîte là, mais que je vous ai pas encore présentée parce que j'ai pas remis la main dessus, mais c'est tout petit et à peine articulé, et c'est pas terrible, Du Thunderbird, d'habitude c'est des maquettes Imai, mais là apparemment il y avait des maquettes Bandai aussi, ça a peut-être été repris par Bandai. Du Macross 2, une licence qui a tellement pas marché qu'il n'y a eu qu'une seule maquette plastique de Valkyrie 2 transformable. J'allais dire du Mask Rider, du Kamen Rider, pardon. Là des petits robots que je connais pas mais qui sont philo-guidés. Et ça on s'en fout. Et ça, les Entertainment Bible, quand j'en ai entendu parler, il me les a fallu immédiatement, surtout que ça prend pas beaucoup de place et c'était bourré de dessins et d'informations. Donc voilà. 93, alors c'est assez amusant. J'ai 2 catalogues au lieu d'un. Donc on va commencer par celui-ci. Là, on a du V-Gundam, donc on est très clairement effectivement en 93. Victory Gundam, une série que j'aime beaucoup. Techniquement, pas terrible. Les mobile suits sont assez étranges, mais j'aime bien. J'aime bien Victory Gundam. Et les maquettes là sont en 144, sont toutes petites. Il faudra que je vous en présente aussi quelques-unes, mais elles sont vachement sympas. Donc là, retour sur Gundam avec toutes les licences qui du coup existent en 93. Il commence à y en avoir un paquet. Donc retour sur les maquettes classiques, les Mobile Suit Variation, Zeta Gundam, Double Zeta. Là du coup c'était déjà des centaines de maquettes, hein. Gundam Formula 90, Gundam F91, les SD, plein de SD, toujours des SD, encore plus de SD, toujours plus de SD. Ah, enfin, du Patlabor avec la sortie de Patlabor 2. Et même des maquettes en soft vinyle que je vous ai présentées, je crois, hein. Si je me trompe pas, si c'est le cas, bah, vous verrez les liens apparaître ici. Ça, c'est une série que j'aimais beaucoup, qui est totalement inédite en France, malheureusement. Et c'est Iron Leaguer. C'est des robots SD, mais de grande taille, qui semblent devoir concourir dans des matchs sportifs, qui sont tout à fait innocents. Mais ça cache un gros secret. Et le héros de la série s'appelle Maha Windy, et en fait c'est un joueur de baseball,
et il doit rejoindre une équipe avec d'autres sportifs, on va dire, dont un qui clairement fait du football, un autre du football américain, etc. Et il lutte contre d'autres Iron Leaguers qui sont plutôt enclins à tricher. Voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. Et je dois avoir au moins cette maquette là, mais malheureusement c'est la seule que j'ai. Là donc des robots Knuckle Fighter qui avait été présenté je crois par mon ami Jean-Marc Imbert sur No Life. Et voilà. Donc du coup qu'est-ce que nous réserve ce catalogue-ci? Alors bon, Gundam 3D Collection, Silhouette Formula. Ouais, c'est pas du tout les mêmes pages, hein. Mais du coup, est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a moins? Non, ils annoncent que de nouvelles légendes de Gundam arrivent bientôt. Donc je ne sais pas ce qu'il en est. Peut-être que c'était début 93, avec encore du TK Man Blade, du Dragon Ball, du Macross, mais alors cette fois-ci, il parle des rééditions qu'ils avaient fait de Macross classique, que je vous ai présenté plusieurs fois, du Thunderbird, donc les Sentinelles de l'air, du Kamen Rider, du Rockman, du Godzilla. Et voilà, on a fait le tour des pubs pour les magazines B-Club et compagnie. B-Club, hein, c'est Bandai Club hein, quand même. Et voilà, donc finalement ça aurait peut-être dû être dans ce sens-là, paf, paf, paf et paf. Donc vous voyez, un petit saut dans le temps de presque une trentaine d'années pour montrer un petit peu, j'allais dire, les débuts de Gundam et du Gunpla, il y a donc 30 ans. Voilà, bah écoutez, j'espère que la présentation de ces catalogues et ce petit saut dans le temps vous ont intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, à me dire par exemple si vous en avez, si vous avez eu des catalogues Revell, LR, Airfix, MPC, AMT, RTL, Asegawa, Fujimi, dites-moi tout. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne sur Tipeee et sur Paypal. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation, qui sait, d'autres catalogues.